sommes ravis de vous retrouver pour enchaîner de nouvelles interviews avec de nouveaux dirigeants qui nous rejoignent et experts. Alors, je fais d'abord un premier tour de table très rapidement. Tout à ma gauche, Florian Sauvin. Bonjour Florian. Bonjour. Vous êtes président du conseil de surveillance et membre du comité d'audit d'Unibel, donc le Single Family Office donc, du groupe Bell. Alors, la holding animatrice du groupe Bell et qui héberge notre Single Family Office. Oui. Merci infiniment d'être avec nous. Juste à ma gauche, nous sommes avec François Paillet. Vous êtes président de Transactions et compagnie. Vous dirigez une banque d'affaires qui accompagne depuis plus de 30 ans, vous le disiez. Alors vous, au titre de votre carrière, et vous nous parlerez de Transactions et compagnie, les entreprises dans ces moments de croissance externe, voire de transmission. Absolument. Et on ne focalise nos opérations que sur des entreprises détenues essentiellement par des personnes physiques. Il se trouve que parfois sont des familles, parfois sont des entrepreneurs qui ont créé première génération et qui ne savent pas encore si l'entreprise passera la génération d'après. Et parfois on a même une nouvelle génération d'entreprises qui deviennent indépendantes, pas familiales. C'est des entreprises détenues par des managers qui, à la faveur de plusieurs LBO, se sont relués, souvent ce que l'on accompagne, et tangentent le contrôle. Donc là on a de nouveau un spectre dans le capitalisme que j'appelle plus entrepreneurial par rapport au capitalisme familial qui a émergé et qu'on accompagne. Voilà. Merci Pierre. On reviendra sur un instant sur ces différentes aventures que vous avez accompagnées. Juste à ma droite, Pierre Sachs. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général du groupe Argo et vous êtes également cofondateur du club NextGen à l'AFO. Alors on avait tout à l'heure Monsieur Cros de l'AFO et vous avez créé cette chaire, ce club NextGen sur les nouvelles générations au sein de l'AFO pour partager votre vécu, les bonnes pratiques et voilà, avoir ce club de générations qui prennent la main. Effectivement, c'est un enjeu qui est majeur en fait, pour nos familles, qui sont des familles qui se construisent sur un temps long, avec un ADN qui est propre à chaque famille. Et donc c'est très important pour pérenniser une entreprise familiale que les générations qui arrivent, qui sont déjà là, se sentent inclus dans l'entreprise et aussi les épaules et soient formés et éduqués pour. Donc moi, je reprends la 4e génération de ma famille. J'ai eu la chance d'avoir été accompagné depuis mon plus jeune âge. Et j'avais à cœur, au sein de ce club, de créer une émulsion, un incubateur véritable de talents au service de nos familles. Et donc on a des membres, tous les membres NextGen ont entre 22 et 39 ans. Et ce sont des membres... barrière, on ne prend plus au-dessus de 40 ans. C'est ça? Alors après on a un problème de sémantique effectivement en NextGen. Bon, alors pour ma part j'ai 33 ans, alors donc ça va, j'ai encore un peu de temps. Voilà. Et donc effectivement, et donc on a cette génération qui est en demande de monter en compétences, de prendre une place, de donner son opinion, de donner son avis à sa famille, d'être un acteur. C'est souvent des familles, en fait, des jeunes qui considèrent leur famille comme un membre de leur famille d'ailleurs. Et donc on est vraiment sur des enjeux qui sont structurants et il est essentiel d'échanger sur les bonnes pratiques, les défis de chaque famille pour ne pas reproduire les erreurs, partir sur de bonnes bases avec une touche d'innovation. On est la NextGen quand même. Un bon constat, merci Pierre, et on reviendra d'ailleurs sur le takeaway, le conseil que vous souhaitiez donner aujourd'hui en participant à ce panel Faire émerger la nouvelle génération. Je termine le tour de table avec Fabien Vatinel. Bonjour Fabien. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Tout comme François à ma gauche, vous êtes conseil, vous êtes quotidiennement en contact des familles. Vous êtes peut-être moins présent sur le segment transactionnel parce que vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale au sein de Neuflis OBC. Donc là, vous êtes là pour faire perdurer les patrimoines, les organiser et anticiper justement les aspects de transmission patrimoniale. Exactement. On a un rôle en fait de lanceur d'alerte quelque part pour éveiller les familles à cet enjeu de la transmission, préparer les choses parce qu'une transmission réussie, c'est une transmission préparée et faire émerger la nouvelle génération, c'est plus empirique. Aujourd'hui, on ne peut pas lancer les héritiers dans le grand bain de l'entreprise. Ça se prépare parce que sinon on va droit à un échec. Et la seule naissance finalement ne garantit pas la qualité du futur dirigeant. Donc il faut construire un parcours initiatique pour que la famille justement se donne les meilleures chances, que les enfants puissent être à même de diriger une entreprise et de pérenniser cette entreprise, puisque l'ADN, ce qui compte le plus dans ces familles entrepreneuriales, c'est vraiment la pérennité de l'actionnariat familial et c'est chevillé au corps que cette culture se construit progressivement, je dirais, dès l'enfance.
c'est une éducation de long terme pour garantir un parcours réussi et une intégration réussie au sein de l'entreprise. Merci beaucoup Fabien. Je vous poserai cette fameuse question donc, de votre message que vous souhaitiez délivrer aujourd'hui. Mais j'ai d'abord une question ouverte pour favoriser l'échange d'abord. Est-ce que vous pensez que les jeunes générations ont une place d'autant plus importante, ont un coup à jouer dans un environnement, on est en 2024, dans un environnement où beaucoup de choses s'accélèrent en termes de transformation et de changement? Peut-être que je me trompe et que dans les années 60, 70 ou 80, 90, il y avait les mêmes enjeux d'accélération de sujets. Peut-être pas. Comment vous voyez les choses par rapport alors le digital, l'ESG, l'international, tous ces sujets qui viennent chambouler l'entreprise. On a parlé de partage de la valeur, des sujets qui changent aussi le rapport de l'entreprise familiale par rapport à son actionnariat, par rapport à ses collaborateurs. Voilà. Est-ce que du coup, les jeunes générations émergent plus facilement dans un contexte de forte transformation? Question ouverte. Alors, à la fois oui, bien sûr. Je pense que dans les années 60-70, il y avait aussi certainement un sentiment de complexité croissante du monde. Je sais que chez nous, on essaie aussi de casser un petit peu ce fossé entre les générations, en partant du principe que c'est surtout en ayant autour de la table à un même moment différents âges de la famille qui soient présents et qui soient formés, comme on a dit tout à l'heure, pour pouvoir participer tous ensemble, parce que c'est souvent le regard de ceux qui sont un petit peu moins jeunes et ceux qui sont un peu plus jeunes ensemble qui trouvent les bonnes solutions. Et vous arrivez à... est-ce qu'on arrive à sortir de cette confrontation, on en parlait en préparant l'émission, de cette confrontation moderne, moins moderne, naturelle qu'on peut avoir dans les points de vue? Comment est-ce qu'on arrive justement à faire émerger les idées, à faire en sorte qu'elles soient toutes prises en compte, ou en tout cas toutes étudiées, et sans pour autant aller sur une bataille de génération finalement? C'est la qualité du dialogue familial qui fait qu'on est capable de se traiter de vieux schnock s'il le faut et que ça ne soit pas mal pris ni par l'un ni par l'autre. C'est inévitable d'avoir des réactions comme ça. Ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, on sorte une bonne décision. Chez nous, j'ai le sentiment que les jeunes sont très respectés dans leur approche et ils ne sont pas trop bullish, quoi. Ils viennent avec une certaine humilité autour de la table en étant conscients qu'il y a plein de choses qu'ils ne connaissent pas encore. Apprendre, ça va venir. L'épaisseur du cuir se fait avec le temps. Je vous vois hocher un petit peu, cher François. En fait, par rapport aux années 60, il y a énormément de choses qui ont changé dans les groupes familiaux. Quand on crée une boîte après la guerre, l'objectif c'était que ça aille de génération en génération. L'objectif, ça allait de soi, le fils, l'un des enfants, une fille pouvait succéder aux parents, on ne se posait même pas la question. Ça paraissait naturel, c'était même le destin relativement classique d'un groupe familial que de rester familial. La preuve, c'est que moi je fais ce métier depuis 1991, de conseiller ces groupes familiaux. Quand une entreprise familiale était à vendre dans les années 90, la question derrière ou la réaction derrière, c'est pourquoi ça va mal. Donc c'était vécu comme un échec de vendre une entreprise familiale. Et c'était un tabou de se vendre, de chercher à se vendre. Voilà. Aujourd'hui, la fluidité du capitalisme, et notamment du M&A, y compris sur des groupes familiaux, c'est que, quelque part, la logique, quand on est en l'an 2000 et qu'on crée une entreprise, la première question qui se pose, c'est le business model, est-ce que ça va fonctionner? La génération start-up ne se pose pas du tout la question de transmettre à la génération d'après. Alors avec en plus un deuxième facteur qui est quasiment socio-démographique, c'est que dans les années 60, la mortalité faisait que globalement, entre 60 et 70 ans, on était très âgé, voire très très âgé. Et donc la plupart du temps, la génération d'après venait beaucoup plus vite au pouvoir. Aujourd'hui, vous avez des dirigeants de 75-80 ans, bon pied, bon oeil, qui voient la génération d'après qui a 40-45 ans qui piaffe. Voire 55. Voilà, qui piaffe. Et la transmission est beaucoup moins naturelle parce qu'on vieillit au pouvoir. Et sans remise en cause de, la plupart du temps, d'un comité exécutif qui souvent d'ailleurs a globalement le même âge que le dirigeant actionnaire. Qui a été formé en même temps en tout cas. Ce qui a changé, c'est le regard d'un groupe familial qui, quand il est créé après la guerre, a vocation à être familial et à le rester très souvent. En revanche, un groupe qui est créé par un entrepreneur depuis une vingtaine d'années n'a pas vocation, c'est même d'ailleurs l'un des problèmes, n'a pas vocation à devenir familial. Et donc ça, c'est une difficulté quand on parle des groupes familiaux, on parle déjà de groupes qui ont 3, 4, 5 générations, ce qui est remarquable.
qui est exceptionnel en réalité, de pouvoir passer plusieurs générations quand on sait les conflits, les crises des années 80, des années 2000 qui ont aussi condamné beaucoup de groupes à se réinventer, voire même totalement disparaître. Donc je pense que ça c'est un des sujets de fond, c'est que quand on parle des groupes familiaux, on a un peu l'impression qu'il y a une forme de vestige du groupe familial versus les plus jeunes qui ont créé des groupes, mais qui, eux, ne se posent pas la question de la perpétuation ou de la pérennité d'un groupe familial. C'est souvent plutôt un raisonnement de une fois que mon modèle est arrivé à une certaine taille, je vends l'entreprise, puis je referai autre chose. Et ça a fondamentalement changé, on va dire, un peu les fondements du capitalisme familial. Je souhaiterais intervenir sur le côté innovation de la nouvelle génération et sa légitimité. Si on prend les chiffres, les chiffres mondiaux, le marché américain, c'est celui qui drive le capitalisme dans le monde. Le marché coté, c'est 60% de la valeur mondiale, c'est les flux américains. Sur ce marché, 40% c'est les valeurs technologiques. Et on voit bien que dans la Silicon Valley, si on regarde la moyenne d'âge des jeunes qui travaillent, on est en dessous de 40 ans. Donc finalement, aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue tellement rapidement qu'on a besoin, on n'est pas dans une dualité, on a besoin d'avoir la génération du dessus qui a la maturité, qui a une maîtrise parfaite de l'entreprise, et on a besoin aussi de la génération du dessous qui est plus en maîtrise des nouvelles technologies et qui est du coup plus à même aussi de relancer, s'il le faut, de prendre des virages stratégiques pour continuer à ce que l'entreprise soit à flot. De formuler une conviction par rapport à des thématiques si différentes. Merci beaucoup Pierre. Qu'est-ce que ça évoque chez vous Fabien, ces sujets de... Effectivement d'abord l'analyse que vient de faire François qui n'a rien à voir avec ma question mais qui était captivante sur ce qui a changé dans les groupes familiaux entre l'époque et aujourd'hui. Pour les jeunes générations, c'est ce qui a changé. Mais alors ça a changé parce qu'il n'y en a plus du coup demain dans ces groupes qui sont créés depuis 20 ans comme vous le disiez. Mais qu'est-ce que ça évoque chez vous Fabien par rapport à ces sujets de gouvernance et dans la partie patrimoniale? Alors je rebondirai sur ce qu'a dit François qui était extrêmement intéressant parce que chez Neuflize OBC on a justement commandé une étude sur la transmission du patrimoine et en particulier des entreprises avec le cabinet Asterès et on a vu qu'il y a deux visions quelque part. Il y a une vision dynastique et puis il y a une vision beaucoup plus libre et ces deux visions sans caricaturer correspondent à la fois des sujets générationnels et des sujets de culture d'entreprise. Une entreprise qui est dans une famille depuis plusieurs générations, il y a un poids. Et il y a quelque part une mission de la retransmettre et de tout faire pour la retransmettre et c'est un challenge et c'est un exploit. En revanche, un start-upper ou quelqu'un qui a créé sa société n'a pas cette pression et va se sentir beaucoup plus libre. Si les circonstances font qu'un enfant naturellement souhaite reprendre ou aimer le souhait de reprendre, eh bien pourquoi pas, mais il n'y a strictement aucune pression et il y a au contraire même une notion plus anglo-saxonne de quelque part de give back et de redonner à la société ou de transférer différemment, c'est-à-dire que ça sera moins la transmission d'un patrimoine d'une certaine valeur, mais on s'oriente plus vers la transmission de valeurs en tant que telle et qui ne se matérialise pas nécessairement par la transmission des titres de l'entreprise elle-même. Donc c'est deux approches très très différentes. Et quand on mécaniquement, je me permets de vous couper, mécaniquement tous les start-upers n'ont pas 25 ans, mais c'est difficile d'avoir un enfant de 30 ans. Quand on a une boîte, quand on a 35 ans ou 40 ans ou même 45 ans en général. C'est très juste, mais les start-upers sont souvent des serial entrepreneurs et donc quelque part ils rebondissent. Tout le monde effectivement n'en est pas à sa première expérience, heureusement, sinon le gap serait encore plus fort entre nous autres et eux. Mais non, mais effectivement vous avez des entrepreneurs qui sont des start-upers peut-être de 50, 55 ans, qui auraient des enfants qui pourraient reprendre. Et chez eux aussi, vous observez cette même tendance de plus grande liberté par rapport effectivement à la transmission, à un cash-out, à changer de vie. Absolument. Même chez ces gens-là qui pourraient se dire, voilà, j'ai quelqu'un qui a 30-35 ans qui pourrait reprendre la main. Une vraie liberté, beaucoup plus de liberté intellectuelle. Il n'y a pas d'obligation à se projeter et chacun se construit de manière beaucoup plus libre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture, c'est simplement deux cultures complètement différentes. Et je dirais que l'atout vraiment d'une famille entrepreneuriale, c'est de s'appuyer justement sur la next-gen, parce que la next-gen c'est une richesse, quelque part c'est une ouverture face au changement. Cette next-gen s'approprie de nouvelles thématiques, les entreprises, le monde change et cette génération-là a beaucoup plus de richesse à apporter pour être beaucoup plus à l'écoute. On évoquait le sujet des femmes, il y a une gouvernance souvent beaucoup plus participative, une écoute beaucoup plus large, une ouverture, une sensibilité à des sujets nouveaux qui quelque part vont enrichir l'entreprise
Et l'entreprise, ça inclut aussi les salariés, c'était évoqué tout à l'heure. C'est une dimension aussi à prendre en compte dans l'ouverture, dans la motivation. Partage de la valeur. À la création de valeur. Merci beaucoup. On a déjà bien dépassé le temps qu'on s'était imparti. Je ne veux pas vous mettre en retard pour votre panel. Un mot de la fin, peut-être une conclusion. On commence par vous, si vous le voulez bien, Florian. En conclusion, et pour rebondir sur ce que j'ai entendu Pierre et Fabien parler tout à l'heure de chemin initiatique, moi je voudrais insister sur le fait que c'est bien d'avoir un chemin, tout à fait d'accord. Il faut que ce chemin soit suivi. Et en fait, je crois que le rôle des générations qui sont en place, c'est d'assurer un suivi et d'accompagner le long de ce chemin les futures générations. Merci Florian. En fait, le paradoxe de la Next Generation, c'est qu'elle existe parce que le tabou qu'est l'entreprise familiale a disparu. Autrefois, on n'en parlait pas. On ne parlait pas capitalisme le dimanche à l'heure du déjeuner, en famille, quand on avait une entreprise. C'était un sujet absolument tabou. C'était de la prérogative du patron et personne n'osait prendre la parole. C'était qu'à la faveur d'un conflit, d'un divorce, d'un décès, que le sujet du capital revenait sur la table. Donc c'était souvent un accident de parcours. Ce n'était pas un choix. Donc la Next Generation a cette chance extraordinaire aujourd'hui de ce que n'ont pas eu les générations il y a 30, 40, 50 ans, puisque autrefois la discussion n'était pas ouverte. Et même il y a encore certains groupes familiaux en France un peu traditionnels sur le sujet, où le sujet on l'ouvre pour le refermer très très vite. Donc je pense que c'est une chance extraordinaire qu'ont les jeunes générations aujourd'hui dans ces groupes familiaux, non seulement de pouvoir prendre la parole, parce que c'est une très grosse responsabilité maintenant sur leurs épaules, mais l'avantage c'est que j'ai le sentiment aujourd'hui que ça devient quelque chose qui est dans la vulgate. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse de plus en plus les jeunes générations qui sont actionnaires, mais pas forcément le CEO, de pouvoir prendre la parole, de pouvoir s'exprimer au nom de la famille. Ça, culturellement, c'est quelque chose d'intéressant. Autrefois, une entreprise était incarnée par son CEO. Oui. Et personne d'autre. Et donc ça, c'est une chance pour les générations, et vous me voyez venir. Pierre, c'est une chance que la jeune génération va saisir, évidemment. Quelle pression. Ouais, attends. Non, mais alors, le mot de la fin, je dirais que les enjeux stratégiques sont très évolutifs. On le voit bien en ce moment. Si on prend la news toutes les semaines, les choses changent. Et donc il est très important d'associer la nouvelle génération pour venir renforcer les rangs de l'entreprise familiale. Voilà, il faut leur laisser leur place. Ils ont envie de l'apprendre et la plupart ont les épaules pour. S'ils sont bien formés. Message reçu. Merci Pierre. Et du coup Fabien, vous veniez d'évoquer ce sujet-là également. Peut-être si vous vouliez parler d'un autre sujet. Juste pour le mot de la fin, là on va rendre l'antenne. Pour le mot de la fin, le sujet peut-être pour une nouvelle génération harmonieuse, c'est vraiment de prêter attention à l'ensemble des actionnaires familiaux de cette nouvelle génération. Pas uniquement à l'enfant repreneur, pas uniquement aux opérationnels dans l'entreprise, mais également aux enfants actionnaires non dirigeants et non opérationnels, parce que la stabilité du capital et la pérennité de l'entreprise dépend de tous les actionnaires familiaux. Et donc il faut prêter attention à chacun d'eux, que chacun trouve sa place, ça se cultive. Il faut cultiver, plus le cercle familial est grand, plus l'affectio societatis se délite, donc il faut absolument le cultiver. Et pour la jeune génération plus éloignée des problématiques de l'entreprise, mais parfois des sujets aussi annexes, connexes, de philanthropie, de mécénat ou autres, permettent de recréer un ciment familial. Ciment pour faire famille et faire corps pour des générations. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir bien accepté de venir Merci à vous. sur le plateau de For Change. Nous vous retrouvons dans un instant pour la suite des interviews. Vous êtes sur For Change, à tout de suite.